trop fort? Ça va? Ouais, j'ai l'impression que c'est terrible. Pour commencer, d'abord je voudrais dire que juste après cette intervention, cette discussion, va être projeté le film de Nassour Zaghloul, un petit film, qu'on peut appeler documentaire, si on veut, qui retrace la journée ordinaire d'un Syrien. En fait, c'est la journée ordinaire d'un Syrien qui habite dans l'immédiat faubourg de Damas. Et ce film, en fait, au départ, je voulais l'intégrer, enfin partiellement tout au moins, dans ma discussion, parce qu'il illustre parfaitement ce que je veux dire et que je vais commencer là tout de suite. Donc, je vous suggère de regarder ce film juste après. Alors, je ne parle pas ni en tant qu'historienne, ni en tant que politologue ou théoricienne de quoi que ce soit, mais uniquement en tant que praticienne, actrice, entre guillemets, de la fabrication d'espace. C'est ma seule petite compétence. Donc, il s'agit de création ou de recréation d'espace. Mon propos est de m'exprimer sur les imaginaires qui concernent ces espaces, qui concernent le territoire, les espaces. Et l'imaginaire, forcément, c'est à la fois l'imaginaire personnel et privé et l'imaginaire collectif. Alors, pour débuter, j'ai envie de vous lire quelques phrases, un petit poème d'un poète ancien, Sanawa Bari, qui n'est pas du tout d'actualité, mais j'ai voulu vous en parler, vous le lire pour démarrer la discussion. Alors, que dit ce monsieur? Il dit « La fraîcheur étanche ma soif, et puissent mes jours être abreuvés par le barada et en goûter les pâturages. Les ruisseaux de cristal s'y répandent à profusion au milieu des vergers enclos où pousse une abondante végétation. Par ici une pomme que l'on prendrait pour une joue, par là une grenade que l'on prendrait pour un sein. Comme il est agréable de séjourner à Deraya. J'ai mené une vie ici aussi limpide que du miel. » Ça, M. Hassanawa Bari, il est mort en 945, c'est-à-dire il y a 1074 ans. On peut estimer que c'est réaliste ou pas réaliste, mais ce genre de texte, c'est le genre de texte qui enrichit les imaginaires et qui, par ses évocations, fixe un certain nombre de choses. Comme on peut imaginer, c'est pas exactement ça Deraya. Tout le monde sait ce qui est arrivé à Deraya. Donc là, j'ai montré une photo de la Ruta au printemps. C'est la Ruta, c'est telle que l'a décrit ce poète. Et là, ça ne marche pas. Je peux se déplacer peut-être. Ah, voilà. Là, c'est une image symbolique de l'espace de la banlieue, qui autrefois était des vergers, et qui sont, voilà ce qu'il en est. Alors, ça c'est pour démarrer. Dans la production d'images, de rêves, on ne sait pas vraiment clairement quelle est la fonction, mais on sait que c'est vital, et on ne peut pas vivre sans rêve. Et j'emploie le mot imaginaire de la façon la plus commune, hein. Ce n'est pas une définition d'expert en imaginaire. Le fruit de l'imaginaire, c'est le fruit de l'imagination d'un individu ou d'un groupe ou d'une société qui produit des images, des représentations, des récits ou des mythes qui sont plus ou moins détachés de ce que d'ordinaire on appelle la réalité. Cet imaginaire, par exemple, ici, les cafés du bord de l'eau à Damas, du Barada, qui sont totalement... qui ont été. Et voilà la prison de Palmyre. Parce que l'imaginaire peut être moteur. Il peut être moteur dans un sens le désir de le réaliser ou le désir de l'empêcher. Quand on parle de Palmyre, à l'heure actuelle,
En Occident, on pense tout de suite aux ruines, enfin tout le bazar de Zenobia. Mais il y a beaucoup de gens pour qui Palmyre, c'est la prison. C'est la torture, c'est la prison, c'est la disparition. Et donc, ces deux imaginaires qui peuvent cohabiter peut-être, je ne sais pas, mais qui sont moteurs. Ça, c'est la réalisation d'un imaginaire d'Orient. C'est une personne qui s'est réalisé son désir d'Orient et qui a fait ce petit salon. Voilà. C'est-à-dire qu'entre Palmyre et ça, ce sont deux manières de réaliser ou non les imaginaires. En ce qui concerne Palmyre et la prison, je vais vous lire un tout petit texte. Voilà. En tant qu'ancien pensionnaire, entre guillemets, de cette prison, je ressens de la tristesse. Je m'imaginais visitant cette prison un jour, en compagnie d'autres prisonniers qui en ont fait l'expérience comme moi. Nous nous serions promenés dans ces dédales et nous en serions sortis. De cette manière seulement, nous aurions repris à la prison ce que nous y avons laissé de nous-mêmes. Nous aurions mis derrière nous prison, individus et régimes. La destruction de Palmyre, par Daesh, entre guillemets, n'est en aucun cas une libération. Il réduit à néant le rêve que nous avions fait de nous approprier notre prison comme un premier acte de liberté. C'est un texte de Yassine Haj Saleh. Et il y a d'autres réflexions du même type. On pense à Mandela ou à d'autres sur les prisons. Donc, on peut dire que l'imaginaire est façonné par notre vécu, notre expérience privée, et par ce qu'imprime en nous la société, ses actes et les images qu'elle produit. Tout ceci produit notre imaginaire de l'espace privé, mais aussi de l'espace public. C'est-à-dire qu'on a l'imaginaire privé, l'imaginaire collectif qui se croisent, bien sûr, l'imaginaire privé concernant l'espace privé et l'espace public, et l'imaginaire collectif qui concerne aussi bien le privé, l'espace privé que l'espace public. Tout ça s'interconnecte. Donc, quand on parle d'espace, il faut savoir de quoi on parle. Alors, l'espace, c'est, contrairement à n'importe quel autre matériau, ça ne peut pas s'appréhender. On ne peut pas l'attraper, on ne peut pas le tordre, on ne peut pas l'emporter. Enfin, c'est un morceau de bois, on peut, un morceau de pierre, on peut, un morceau d'autre chose, on peut. Mais l'espace, non. L'espace ne peut s'appréhender que par ses limites. Alors les limites, c'est de toutes sortes, ça, c'est l'objet du travail des architectes justement, c'est de savoir travailler les limites et de savoir leur impact sur l'espace, parce que l'espace on le ressent, mais on n'est pas capable de le mettre directement sur un papier, ça demande un effort de reconstitution. L'espace donc n'est compréhensible que par ses limites, et ça c'est un exemple ici, c'est le Khan Assad Basha à Damas. C'est une exposition, enfin une installation qui avait été faite par Claude Yacoub et qui avait pour objectif de faire ressentir l'espace qui est fermé en fait. C'est un carré avec 4 piliers au milieu et des coupoles, dont celle qui est au centre qui est absente, si on peut dire. Et donc, qui, par son installation, par le traitement de la lumière, il a fait apparaître le sol, les murs, et son travail est justement de faire apparaître l'espace qu'on ressent mais qu'on ne comprend pas forcément. Ah d'accord. Je vais me mettre comme ça. Comme ça, c'est mieux. Là ça ira. Voilà. Donc, le vécu de toute personne est conditionné par, évidemment, sa vie. Et les vécus des personnes, que ça c'est pas spécifique à la Syrie, c'est tout le monde, est modelé par là où il vit. Donc, par exemple, là, ce type de rue, c'est un espace public
qui est bordé par des maisons discontinues et qui a quelque chose au bout. C'est pas, il y a un point de convergence de l'œil. Ça, ce sont, par exemple, dans les rues de Damas, l'espace est très resserré et la seule échappée, c'est vers le ciel. Voilà un autre exemple. Ce sont des photos de Nassour Zaghlouleh, dont on va voir le film tout à l'heure. Ça, ce sont les ruelles de Damas. On comprend très bien que des gens qui ont passé leur vie là-dedans n'ont pas le même imaginaire que ceux qui vivent dans la Badieh, où il n'y a pas de limite, si on peut dire. Les limites, ce sont les accidents du terrain, c'est-à-dire c'est ponctuel. C'est l'équivalent d'un minaret dans une rue. Hein. Un minaret dans une rue, c'est un accident dans la rue, si on peut dire. C'est-à-dire un point singulier qui attire le regard. Dans la Badieh, ce sont des rochers, ce sont des tentes ou alors les nuages aussi. Ça fait partie des limites éventuelles. Voilà. Dans ce qui concerne les espaces privés, il y a les espaces privés fermés et ouverts vers le haut. C'est le modèle de la maison dite arabe qu'il y a dans les villes qui ont conservé la partie médiévale. Ou bien des pièces fermées, comme tout le monde en a chez soi. Et ce qui compte dans ce cas-là, c'est la hauteur du plafond, les dimensions entre les murs, le sol et les échappées par les fenêtres, s'il y en a. Donc tout ça, c'est le matériau qui nous permet de comprendre l'espace, que les créateurs d'espace doivent savoir traiter. Et ensuite, les nouveaux vécus. Depuis le début de la Révolution, depuis la guerre, il y a énormément de choses qui ont été bousculées, complètement bousculées. Et par exemple, j'ai pris cette photo pour poser la question. Ces enfants qui sont là, dans leur vécu, comment ça va se traduire? Est-ce que être quasi dans la terre, c'est un élément de sécurité ou c'est un élément de répulsion? Est-ce que quand ça sera fini, espérons-le, le fait de penser à l'enfouissement à la terre, ça correspond à une sécurité pour eux, c'est là qu'ils sont à l'abri du ciel, ou bien c'est le refus de cet enfouissement et au contraire d'être au ciel et à découvert, je veux dire. Et c'est une question parce que les enfants, ils n'ont pas nos raisonnements. Ils n'ont pas, pour eux, là, ils sont à l'abri. Pour nous, c'est terrifiant, pour eux aussi, mais ils sont à l'abri. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? C'est ça les questions que je pose. Et qu'est-ce que sont ces futurs vécus, enfin, ces emmagasinements d'événements, qu'est-ce que ça va donner par la suite? Ça, ce sont les rues, nouvelle pratique des rues, si on peut dire. Comme cela, ça c'est à Alep. Les nouvelles circulations dans les rues, pas partout, mais souvent, ça c'est à Alep aussi. Et puis, il y a bien sûr toutes ces nouvelles pratiques que sont les camps. Alors, les camps organisés ou les camps pas organisés. Les camps organisés par les organismes internationaux qui tendent à fabriquer une espèce de système étatique supra toutes les nations, qu'on pourrait appeler le réfugistan, qui aurait des points dans le monde entier. Il y a des personnes qui travaillent là-dessus pour faire des statuts pour quelque chose qui s'appellerait le réfugistan, où on mettrait et où on met les réfugiés, les exilés qu'on ne veut pas voir ailleurs, et qui seraient dénués de statut, mais accumulés dans des endroits spécifiques, fermés, où il est interdit de faire de la politique, par exemple. Tout est contrôlé, à l'image d'États extrêmement autoritaires, sauf que c'est sous le chapeau humanitaire. Voilà, ça ce sont d'autres types de camps, il y en a beaucoup, hein.
voilà, qui servent aussi de test pour des tas de nouvelles pratiques, du genre comment est-ce que des gens qui sont de langues différentes, qui n'ont pas d'écriture par exemple, ou qui ne connaissent pas la pratique des réseaux, peuvent avoir des cartes bancaires où on leur met juste l'argent qu'on leur attribue et où par uniquement reflet des yeux ou des empreintes digitales, ils peuvent tirer de l'argent, et si ça marche, on mettra ça sur le monde entier. Donc ce sont aussi des lieux d'expérience dont les gens sont des cobayes. Mais les gens cobayes, ils savent forcément au bout d'un certain temps qu'ils sont cobayes, et donc qu'est-ce que ça fabrique dans leur imaginaire et dans leur désir de réalisation. Ça aussi, c'est un autre type de camps qui sont moins organisés, qui ne sont pas organisés par des institutions nationales ou internationales. C'est au Liban. Ce sont des camps que les exilés, les réfugiés ont fabriqués eux-mêmes et à qui on oblige de les détruire d'eux-mêmes parce que tout d'un coup, c'est plus autorisé. Il y a des nouveaux espaces qui sont marqués par l'omniprésence de la mort, qui n'était pas forcément dans le premier vécu des enfants quand ils commencent à vivre, mais qui, à l'heure actuelle, est partout. Et elle conditionne tout ça. Dans ces endroits de refuge, les gosses, ils sont toujours des gosses. Et donc là, par exemple, dans cette image, qui est un petit peu la contre-image de ce qu'on a vu tout à l'heure, les gosses, ils jouent, ils s'amusent, et pour eux, c'est des lieux de jeu. S'ils sont transplantés ailleurs, quel sera leur ressenti, quel sera leur imaginaire, quel sera leur refus, leur désir, on ne peut pas dire. Pareil ici, ça ce sont ce qu'on pourrait appeler des espaces publics dans des zones de refuge, dans des zones de réfugiés. Et donc on voit le bazar que c'est, et les questions, tout ce que je dis là, c'est pour poser les questions. Qu'est-ce que ça donnera pour ces jeunes quand ils vont devenir adultes? Quelle sera leur manière de réagir ou de contre-réagir à ça? D'un autre côté, les personnes qui sont réfugiées perdent leur maison. Ils vont se réfugier dans les endroits qui protègent. Alors ça peut être des grottes, ça peut être sous les arbres, ça peut être dans des anciennes ruines byzantines qui restent encore debout. Et souvent, l'espace devient semi-public. C'est-à-dire ce carré de tissu, c'est à la fois privé, mais c'est public. Donc il y a des pratiques qui sont forcément différentes. Ça ne marche plus. Voilà, là ça c'est dans la région d'Idlib. Pour fuir les bombardements, les gens vont dans les champs et vivent sous les oliviers. Les oliviers qui retrouvent leur fonction symbolique de protection, symbole de paix, tout ce que vous voulez. Là, c'est du concret. Là, c'est la même chose. Mais l'espace public, semi-public et privé tend à ne pas être très séparé. Là, on ne voit pas très bien, mais c'est un espace privé, justement, sous les oliviers. On met des tissus et les gosses, ils sont derrière ou devant les tissus. S'ils sont derrière, c'est public. S'ils sont devant, c'est privé, etc. L'intimité est, voilà, pareil ici. On distingue de moins en moins. Là, il s'agit d'un camp qu'on voit au fond, sur l'horizon, c'est le camp de Rokban. C'est le camp qui est à côté de la frontière jordanienne, côté syrien. Ils n'ont pas pu franchir la frontière. À l'époque, les Jordaniens ont fermé. Ce sont des gens qui principalement viennent de Palmyre, qui ont fui Palmyre quand l'armée syrienne, puis les Daesh, puis encore l'armée syrienne sont venus. Ils sont là, ils sont coincés, et du coup il y a le cimetière au premier plan.
Et ça, entre habiter une ville comme Palmyre et grandir, naître dans un endroit comme ça, on peut imaginer la perturbation, enfin le changement radical. Là, j'ai mis cette photo pour une seule chose. La seule chose qui tient les gens, qui leur permet de tenir, de pas se suicider, si on peut dire, c'est le lien collectif. Et c'est ça qui a permis à de nombreux endroits de tenir si longtemps. Si la Ruta a tenu si longtemps, c'est parce qu'il y a eu une intelligence collective des habitants qui ont réussi à contrer les attaques par avion, les attaques chimiques, qui ont réussi en faisant des tunnels, en organisant les secours, en produisant de l'énergie. Ils ont produit de l'énergie avec les déchets. Ils n'ont pas eu besoin de campagne de sensibilisation sur le problème des déchets. Ils ont fabriqué leur énergie, le gaz, à partir des déchets qu'ils ont réussi à trouver. Ils ont fabriqué de l'essence en faisant le processus inverse du plastique, ce qui est très très nocif. Et ils ont produit de l'essence pour pouvoir avoir de l'énergie et se déplacer. Tout ça, c'est de l'intelligence collective. Et c'est l'intelligence collective qui les a fait tenir si longtemps. Et la même chose du côté d'Idlib, les secours, les hôpitaux, les écoles qui sont faites dans les maisons privées, en sous-sol, etc. Tout ce qui s'est fait à Alep pendant le siège, tout ce qui s'est fait à Deraya pendant le siège, tout ça n'a pu être fait que parce que l'intelligence collective des gens était possible. Elle n'était pas détruite. Au contraire, elle s'est renforcée. Et donc, en fait, c'est la seule chose à sauvegarder, c'est cette intelligence collective. Et par ailleurs, tout ce qui peut se créer ne peut se créer que par intelligence collective. Ça, je reviendrai pas. Alors là, je vais faire un détour par l'Antiquité. Parce qu'en ce qui concerne les pouvoirs impériaux, comme il y avait dans l'Antiquité, les Babyloniens ou les Assyriens, tous les pouvoirs, qu'ils soient autoritaires, dictatoriaux ou mafieux, leur objectif par rapport au territoire, leur imaginaire du territoire, en fait, il est tout simple, c'est le contrôle. Dans l'Antiquité, les Assyriens babyloniens, c'est ce qu'ils pratiquaient. Là, c'est une représentation d'un siège avec un bélier, avec des armes et des gens qui se défendent. La pratique de couper les têtes des chefs s'était pratiquée. Là, on livre les têtes des chèvres aux vainqueurs, des chefs, pas des chèvres, aux vainqueurs. Là, je ne sais plus ce que c'est, là, c'est rien. Et là, ça, ce sont des exilés. Alors, donc à cette époque-là de la Grande Antiquité, là, je parle d'environ 3000 avant Jésus-Christ, les conquêtes des royaumes impériaux se faisaient par pillage, par destruction, par asservissement des populations. Tout cela était justifié par la volonté des dieux qui lui-même a donné le pouvoir à telle ou telle ville, ou tel roi. C'était le droit divin qui expliquait, qui justifiait, qui légitimait tout ça. Et les punitions devaient être collectives. On ne distinguait pas entre les individus. On était punis uniquement par appartenance à une région, à une famille, à un clan, à une religion, qui d'ailleurs s'était souvent imbriquée. On punissait un clan ou une région parce que c'était celui d'un individu ou d'un petit groupe d'individus déclarés traîtres ou à abattre. Ça, c'était l'Antiquité, et on voit bien que ces manières de penser que les punitions collectives sont la solution, ça perdure à travers les âges. Les nazis en ont fait usage, on a cru que c'était anéanti, mais ça revient. Quand un État punit en détruisant les maisons d'une personne qu'ils ont estimée étant nocive pour eux, je pense à la Palestine, on punit un Palestinien parce qu'il est résistant, on punit toute sa maison, voire tout son village, on les détruit.
Tout ça, ça existe depuis l'Antiquité. Tout ça, ce sont des réactions totalement archaïques. Et c'est bien évidemment le régime syrien, lui, non seulement il applique ces choses-là, il se considère comme il a l'abad jusqu'à la fin des temps au pouvoir, c'est-à-dire quasiment un pouvoir divin. Il accumule toutes ces choses archaïques, mais il ne fait pas, enfin il est dévastateur complet. À l'époque des grands empires antiques, il y avait donc production de beaucoup d'exilés. Il y avait des villes entières qui étaient exilées. Les exilés partaient avec leur connaissance, leur religion, leur langue, leurs écritures, et ils allaient dans leur pays d'exil où ils se corrélaient avec les personnes de ces endroits-là. Il y avait des dieux, c'était toujours sous l'ordre divin, des dieux qui étaient, dont la spécificité était la protection des exilés. Ce qui existait dans la grande antiquité. Ce qui n'existe plus, par exemple, dans les pratiques d'un régime comme celui de Bachar. Il y avait même à l'époque une littérature qui était une littérature de lamentation pour célébrer les villes perdues, les espaces perdus, la vie perdue. Ça, c'est l'Antiquité. À l'heure actuelle, donc, je vais vous dire à quel point ça perdure. Dans les années 80, quand j'étais en train de fouiller avec des archéologues dans la région de la Djéziré, dans un endroit qui s'appelle Mohamed Diab, il y avait un village, et une personne du village a tué une personne du village voisin, c'est-à-dire que c'était un éleveur qui a tué un agriculteur, chose très antique, et donc il était meurtrier. Et donc dans la nuit même, tous les hommes valides du village du meurtrier sont partis, se sont enfuis, parce que, pour éviter les représailles, et il y a eu des négociations sous le chapeau des autorités syriennes de l'époque, en 82 ou 3, je ne sais plus, qui ont entériné une décision qui a été que tout le village de ce meurtrier doit partir où ils veulent, mais ils doivent s'en aller, ils sont éliminés de la géographie, et le village de la victime pourra venir prendre possession du village déserté. Et donc nous autres, on a assisté, médusés, à, c'était prévu tel jour, au coucher du soleil, que cette opération aurait lieu. Alors donc le jour même, c'est les femmes, parce qu'il ne restait plus que les femmes et les enfants, ils ont loué des tracteurs dans les alentours, ils les ont chargés de matelas, de casseroles, de poules, de vêtements, de tout ce qu'on peut emporter, des poutres des toits, parce que là-bas c'est des constructions en terre, et ils sont partis avant la tombée du jour. Et à la tombée du jour, les gens du village d'à côté, de la victime, sont arrivés, enfin les hommes, ils sont arrivés, ils ont détruit les maisons qui étaient en terre jusqu'à l'assise au niveau du sol, plus rien. Ils ont comblé les puits, on ne peut plus les utiliser, et ils ont arraché les rares arbres qu'il y avait dans les cours des maisons. Donc c'était un village rasé, pour une histoire de crime entre éleveurs et cultivateurs. Et souvent sur les fouilles, on trouve des choses comme ça. On trouve des villes arasées où il n'y a pas d'objets, où il n'y a pas de morts sur place, il n'y a pas eu d'épidémie. Ce sont des choses comme ça qu'il y a eu. Et ces traditions de raser tout un secteur parce qu'il y a une personne, c'est ce qui se passe, disons, il faut le dire, en Palestine, hein, c'est clair. Voilà. Donc c'est toujours présent. Et c'est présent dans tous ces régimes autoritaires, dictatoriaux. En ce qui concerne le régime syrien, c'est même pire que ça, parce qu'il n'y a même pas la règle de l'exil ou tout ça, c'est l'anéantissement, en fait c'est un programme de survie pour eux. Donc, si on parle du régime de Bachar, des Assad, moi j'appelle ça l'Assadi, on peut dire que le premier acte important d'occupation de l'espace qui a été fait par le régime d'Assad, c'était la décision
de construire le palais du peuple à Damas. Ça s'appelle le palais du peuple. Ce palais du peuple, il domine toute la ville et il remplace une caserne française qui était assez modeste du point de vue du bâtiment, hein, qui a tiré sur la ville le 29 mai 1945, à un moment de révolte où la population voulait son indépendance qui devait être actée. Et depuis la caserne qu'il y avait là-haut, on a tiré sur la ville, il y a eu beaucoup de dégâts, et on a tiré sur l'Assemblée nationale, ce qui est à la fois très symbolique. Et disons que l'un des premiers actes de Hafez el-Assad, ça a été de décider de faire un palais plus beau que tout à cet endroit-là. On peut imaginer que c'est la revanche nationaliste, mais moi je le comprends beaucoup plus, surtout à l'aune de son action suivante, c'est qu'il s'agit de dire, voilà, maintenant c'est moi le maître, et méfiez-vous d'Hamassen, si vous n'êtes pas raisonnable, il se passera la même chose qu'avec l'occupant français, le mandat français. Et donc il a construit cette énorme chose, d'ailleurs il n'y a jamais habité, ce qui prouve que c'est vraiment pour impressionner les gens, et que c'était au niveau du symbole très très fort, et qui explique que tout, en fait, c'est le contrôle. Tout ce qui a été fait sous le régime syrien consiste en un contrôle des soupes, contrôle des circulations, contrôle des bâtiments. Enfin, c'est un contrôle que je ne vais pas développer parce que c'est vraiment tellement connu. Traditionnellement, les mosquées, ce sont des lieux où on peut parler, où on peut discuter, où on peut se réunir. Le régime Assad a fermé les mosquées, c'est-à-dire elles sont ouvertes juste au moment de la prière. Il n'est pas question d'y rester un peu plus longtemps. Enfin, je ne développe pas ça parce que c'est vraiment évident. Ça, c'est l'emplacement du palais. On voit l'arrivée, et au bout de l'arrivée, là, c'est ce qui est projeté presque, c'est comme presque une fusée au-dessus de Damas. Et ça, c'est l'intérieur pour vous montrer l'indigence spatiale de ces concepteurs. Le concepteur initial, c'était Genzo Tang, qui est un grand architecte japonais, mais qui, dès avant la fin du chantier, a interdit qu'on dise que c'est de lui, tellement ça a été dénaturé. Donc, implantation dans toute la ville de monuments, enfin, tout ce qui est représentatif doit tourner autour du pouvoir. C'est tellement connu que c'est pas la peine d'en faire. Voilà, que ce soit par l'image, ça c'est Alep. Ça, je ne sais plus où c'est, mais c'est pareil. Ça, on ne voit pas bien, mais c'est un monument, un nouveau monument qui a été inauguré, je ne sais pas quand. Bon, alors, au niveau des espaces privés, c'est d'une très grande indigence. Ce qui est propagé, c'est des séries qui sont d'une grande indigence spatiale, qu'il n'y a aucune imagination, il n'y a rien. Je peux voir la suivante. Voilà. Bon, ça c'est toujours l'occupation de l'espace par l'imagerie. Voilà. Dans les séries, ce qu'on met en avant, ce sont les grosses villas façon Amérique latine ou Égypte ou Golfe arabique. Ce sont ça les modèles. Ou bien des salons passés. Ou bien des salons dignes de... Enfin, ça fait rire quand on réfléchit un petit peu, mais c'est les seules denrées spatiales privées qui sont largement mises en avant dans les télés, dans les séries, dans les trucs comme ça. Que ça soit moderne ou pas moderne, c'est toujours dans ce genre-là. Donc on peut dire qu'entre le vécu actuel des gens déplacés, exilés, qui se cachent dans les grottes, sous les décombres ou sous les arbres,
ce genre de choses tombe, même s'ils ont pu par le passé être illusionnés par ces choses-là. Ça, ce sont les travaux à Damas, en remplacement des quartiers qui sont sur les côtés, des lois, même s'il n'y avait pas eu les lois, ça aurait été fait. On a rasé les banlieues indociles, parce que les banlieues dociles, même si elles étaient dans un aussi mauvais état, elles n'ont pas été menacées de quoi que ce soit. Et donc, ce sont des grands terrains qui sont vidés, il n'y a plus de culture, il n'y a plus de maisons, il n'y a plus les habitants, et on fait des projets qui sont tout à fait quelconques, qui sont, voilà. Alors, par exemple, Marota City, alors ça, on aborde là cette soi-disant reconstruction que ferait le régime. En fait, c'est pas son problème, la reconstruction. Son problème, c'est le racket des fonds internationaux sous prétexte de reconstruction. Et pour ce faire, il produit des images qui correspondent aux images qu'attendent les bailleurs de fonds internationaux, qui eux-mêmes sont conditionnés par ce genre d'architecture qui est hors sol, qui ne correspond pas aux réalités des besoins d'aucune façon. Mais comme internationalement, ce sont les images dominantes, c'est par ces images-là qu'ils peuvent espérer ramasser des fonds, et donc c'est ce qu'ils produisent. Mais il n'y a nulle part l'intention de faire quoi que ce soit de reconstruction. Ensuite, l'imaginaire, donc ce qu'on voit, c'est que l'imaginaire territorial de ces pouvoirs autoritaires, dictatoriaux ou mafieux, comme celui de Syrie, c'est le contrôle. Mais ce contrôle prend des formes très diverses. À l'heure actuelle, pour la Syrie, on a par exemple les Russes. Les Russes qui sont installés sur la côte et dans le pays. Le port de Tartous, par exemple, c'est devenu leur port. Ils sont en train de vouloir construire une université russe à Tartous, un hôpital russe à Tartous. Ils sont présents dans toute l'imagerie du côté du pouvoir d'Assad. Ils s'implantent, ils s'installent et surtout ils utilisent le territoire pour tester leurs armes, les nouvelles armes et les dégâts nombreux qui sont faits avec des armes qui sont nouvelles, par exemple des choses qui sur 200 mètres explosent une rue complètement à droite et à gauche, des fusées, je ne sais pas comment on appelle ça, qui foncent tout droit horizontalement et qui explosent sur une longueur de 200 mètres tous les bâtiments à droite et à gauche. Les dégâts qui sont largement filmés par les victimes, par tout le monde, sont utilisés par le pouvoir russe pour vendre les armes, pour montrer, vous voyez, comment ça marche, comment c'est efficace. Et donc le territoire est utilisé comme terrain d'exercice pour la promotion des armes. Puis aussi des projets touristiques divers, enfin bon. Ça aussi, l'intention c'est de racler les bailleurs internationaux, de racketter les bailleurs internationaux pour faire une université russe, un hôpital russe, etc. Vraiment classique. Ça, c'est l'occupation du territoire par l'image. Bon, l'Iran occupe beaucoup par l'image, via le Hezbollah. Mais eux, leur travail, c'est plutôt, si je peux appeler ça le travail, c'est les modifications ethniques, les modifications démographiques. Par exemple, à Palmyre, on a fait venir des personnes qui viennent du Pakistan, des régions chiites du Pakistan, et qui s'installent dans les maisons, qui sont réfugiées dans les camps qui sont près de la frontière jordanienne. Ces gens-là sont partis, les maisons sont vides, ils ne peuvent pas revenir de toute façon, et on a installé des Pakistanais qui sans doute sont contents d'avoir des maisons. Dans la banlieue de Damas également, et c'est une volonté de créer un couloir sûr
entre la région iranienne et le bord de mer de la Méditerranée. Plus quelques bases et puis des disputes avec les Russes pour avoir le port de Latakia, une partie de Tartous, etc. Ça, c'est, disons, l'occupation israélienne, c'est la frontière avec le Golan. Israël se contente si on peut dire, de cette frontière depuis longtemps et de surveiller par les airs, de contrôler que ça ne déborde pas plus qu'il ne faut du côté du régime. Ça, c'est la frontière entre la Turquie et la Syrie. La Turquie a construit un mur pour limiter la migration. Les migrations dans les deux sens, hein, d'ailleurs, parce qu'ils ne veulent pas que certains aillent vers la Syrie, mais ils ne veulent pas non plus que les réfugiés syriens aillent en Turquie. Et actuellement, ils commencent à obliger les Syriens, réfugiés en Turquie depuis pas mal de temps, de revenir vers la Syrie pour repeupler les zones qu'ils veulent conserver, quoi, sur lesquelles ils veulent consolider leur contrôle. Alors la différence avec les autres occupants du territoire, c'est qu'ils font des réalisations. Il est malvenu de critiquer, de discuter des réalisations quand on est en situation d'extrême urgence, de survie. Donc on regarde. Alors ce qui est proposé, c'est des habitations tout à fait identiques à ce qu'aurait pu faire le parti Baas à l'époque où il avait encore des projets. Ça s'écrit en turc, c'est quand même voilà. Ça, ce sont des silos, donc c'est des choses qui sont utiles. Ça, c'est une éolienne, mais également c'est quelque chose d'utile. Mosquée qui est mise à concours. Et les monuments qui ressemblent à ce qui se faisait auparavant dans tout le territoire et qui ressemblent à l'esthétique syrienne. C'est-à-dire que les Turcs, avec des techniques d'occupation complètement différentes et qui ont leur effet secondaire qu'on peut appeler positif, puisqu'il y aura des gens logés, puisqu'il y a des réseaux d'eau, des réseaux d'électricité, des réseaux d'évacuation qui sont faits, des routes qui sont refaites. Donc, mais il ne faut pas être innocent et croire que c'est un bienfait général. C'est un bienfait par effet secondaire, si on peut dire. C'est un moyen de contrôler le territoire qu'ils estiment devoir garder. Donc tout ça, ce sont les différents moyens de contrôle. En fin de compte, si on résume, en ce qui concerne l'Assadi, c'est la destruction systématique et l'anéantissement dans le but de la survie du régime, c'est tout. La Russie, c'est la destruction, bien sûr, puisqu'ils utilisent leur matériel pour ça. C'est un terrain d'essai pour les armes, c'est une consolidation de l'implantation et c'est une colonisation, en fait. L'Iran, c'est une consolidation de sa présence et un changement démographique, un transfert de population et quelques bases. Les USA, j'en ai pas parlé, ils regardent ça, ils supervisent un peu l'ensemble et gardent des bases du côté du nord-est syrien et ils vassalisent, si possible, les Kurdes. Israël surveillant ses contrôles, et Turquie, c'est une sorte d'établissement de protectorat avec des réalisations de certains services, contrôle des frontières et repeuplement. Mais toutes ces pratiques-là ne peuvent en aucun cas être créatrices de quoi que ce soit de nouveau. Par définition, les régimes autoritaires ne peuvent pas être créateurs de nouvelles pratiques. Ils contrôlent, c'est tout. Pour qu'il y ait des nouvelles pratiques, il faut absolument que l'intelligence collective qui subsiste soit consolidée, soit étendue et puisse réaliser. C'est le seul moyen. C'est comme ça qu'ils ont pu survivre, les gens, c'est comme ça que les gens survivent encore. Et ces choses-là sont en corrélation, et obligatoirement sont en corrélation avec des organismes qui
solidaires, qui ne sont pas des organismes de charité, mais qui sont des organismes de solidarité avec la population, qui existent hors de la Syrie, et qui eux-mêmes sont confrontés à des changements, des bouleversements mondiaux. Bon, je ne vais pas développer ici, mais on est au début de grands bouleversements qui, s'ils ne sont pas résolus, comme s'ils ne sont pas résolus en Syrie, ne pourront rien donner. Ça peut être une catastrophe pour tout le monde, mais ça peut être aussi le moyen d'être créatif. En tout cas, l'extrême diversité des vécus, des nouveaux imaginaires qui se créent en ce moment, en corrélation avec les nouveaux imaginaires qui se créent dans d'autres parties du monde, c'est ça qui peut arriver à un résultat.